voulais utiliser la lumière du mois de décembre, que ce soit Hanouka et Noël, pour pouvoir parler de la Terre Sainte et de ses trésors. Donc, il y aura une série de conférences qui commenceront donc, ce dimanche le 14 décembre, le 21 décembre et le 28 décembre. Pour ceux qui sont en live sur Instagram, parce qu'il y en a quelques-uns, vous n'avez pas les diapos parce que vous n'avez pas payé pour voir l'ensemble de la conférence. Et pour ceux qui se sont inscrits, ben, sachez que vous êtes inscrits d'office au newsletter de Archaeological Chronicle, qui est ma comment mon travail. C'est cette branche en fait, c'est pour attendez 2 secondes parce que en fait je m'entends. 2 secondes. Maman, tu m'entends? Tu m'entends? Hein. Qu'est-ce que tu veux faire là. Voilà, j'espère que je vais moins m'entendre. Donc en fait, Archaeological Chronicle, c'est une plateforme d'archéologie en ligne où je poste des informations sur l'archéologie du Proche-Orient et sur l'histoire du Proche-Orient. J'ai fait à la période du Covid quelques conférences en ligne et ça avait assez bien marché, où j'expliquais plutôt les méthodologies d'archéologie. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que je pense que l'archéologie est un domaine qui est très peu connu par le monde entier, par le public. Et tout le monde est passionné, mais personne ne sait de quoi il parle. Et comme je suis experte du Proche-Orient et notamment sur la région du Levant Sud, qui est la Terre Sainte, du coup, je voulais faire des conférences sur cette région et sur cette histoire. J'ai travaillé longtemps dans cette région, plus de 10 ans. J'ai vu énormément de fous. J'en suis sortie avec un doctorat que j'ai soutenu cette année. Et donc, tout ça a donné lieu, en fait, à des visites sur place, à des sites, mais aussi à des éditions et des parutions aussi des sites, etc. Euh, donc, voilà. Là, on va commencer la conférence. Je voulais parler des trésors de la Terre Sainte. Alors, les trésors de la Terre Sainte, il y en a énormément, vraiment énormément. Et du coup, comme dans cette période de Hanouka, je voulais vraiment parler de ce qui était les lampes et de la lumière, en fait, de l'histoire. Donc, depuis plus de 3 millénaires, les lampes accompagnent les gestes les plus intimes de la vie humaine. Elles éclairent les maisons, les ateliers, les routes, les sanctuaires. Elles marquent les naissances, l'éveil, les rites et parfois même les adieux. Elles sont, au fond, l'un des rares objets archéologiques qui traversent toutes les classes sociales, toutes les cultures et toutes les périodes. En se transformant sans jamais perdre leur fonction première, donner de la lumière et donc du temps aux hommes, ce soir, nous allons parcourir ensemble un voyage chronologique et sensible depuis la première lampe, on va parler des lampes hérodiennes, je me suis arrêtée là, jusqu'aux productions moulées et décorées de la période omeyyade. Nous verrons comment leur forme évolue, comment la technique se perfectionne et comment les styles circulent entre les mondes sémitiques, hellénistiques et méditerranéens. Et de surcroît, on va essayer de comprendre. On va voir que ces lampes en disent plus sur la politique et la religion qu'on puisse le croire de nos civilisations. Nous irons plus loin, mais nous irons plus loin. Nous chercherons à comprendre ce que ces lampes racontent des sociétés qui les ont créées, leurs peurs, leurs croyances, leurs échanges, leurs innovations. Ces lampes n'est jamais un simple objet, c'est un petit théâtre où s'exprime la culture d'une époque. Enfin, cette conférence vous préparera à manier le regard de l'archéologue. Je pense qu'à la fin, vous saurez quelle lampe date de quelle époque. Celui qui ne sera pas à la forme, mais qui lit dans l'argile les traces de doigts, les résidus de combustion, un paysage entier d'histoires possibles. Ce soir, je ne vais pas seulement vous parler de lampes, je vais vous montrer comment un objet minuscule peut devenir un témoin immense de l'histoire.
Bienvenue dans un voyage où la lumière vient du passé. Donc, je suis désolée pour tous ceux qui sont en live dans les réseaux sociaux, mais les diaporamas, c'est que pour ceux qui se sont inscrits et qui vont donner les sous-sous. Donc, depuis l'Antiquité, la lumière est l'un des symboles les plus puissants du monothéisme. Dans les trois traditions, elle ne décrit pas seulement un phénomène physique, elle exprime une présence, une orientation, un rapport au divin. Elle façonne également les gestes les plus simples du quotidien: allumer, veiller, étudier, célébrer. Dans la Bible hébraïque, Yéhi Or, que la lumière soit, elle marque l'ordre, la distinction entre chaos et monde habité. La lumière symbolise également la présence divine, la Shrina, la sagesse de la Torah, la continuité du peuple à travers le temps. La menorah du temple en est l'icône, une lumière ininterrompue, signe d'alliance. C'est d'ailleurs cette lumière qu'on allume en ce moment à Hanouka. Dans le quotidien, dans le judaïsme, allumer les bougies de Shabbat est un marqueur temporel, une séparation entre le profane et le sacré. La Hanouka est une mémoire d'un miracle de transmission familiale, lumière conquise sur l'oppression. Lampe dans la maison, symbole de paix, le Shalom Bayit, étude nocturne, Tikkun Limud. La lumière accompagne l'effort spirituel. La lumière structure la semaine, la maison et la manière d'habiter le temps. Dans le christianisme, la lumière n'est pas seulement créée, elle devient personnifiée. Le Christ est décrit comme lux. Attendez, il y a quelqu'un qui veut s'ajouter, je pense. Lux Mundi, la lumière du monde. La lumière symbolise la révélation, la vérité dévoilée, la grâce qui traverse la matière, l'espérance dans la nuit du monde. L'iconographie chrétienne regorge de lampes, d'halos, de flammes, clair-obscur, révélant la présence divine. Dans le quotidien, les bougies sont allumées aussi dans les églises, les prières, souvenirs, intercessions, veillées liturgiques, Pâques, Noël, passage de l'ombre vers la lumière, les lampes domestiques dans les récits d'évangile, parabole aussi à la Vierge, lumière dans l'art, peinture de la tour, Caravage, symbole spirituel. La lumière accompagne les passages de vie, naissance, douleur, deuil et espérance. Dans l'islam, la lumière reçoit une formulation théologique unique dans le Coran. Ayad an-Nur, le verset de la lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. La lampe devient métaphore de l'intelligence, la guidance, la révélation, la pureté de cœur. Le symbole coranique de la lampe dans une niche, miskab, est central dans l'art islamique. Dans le quotidien, on a les lampes des mosquées, la matérialisation de la beauté sacrée, l'étude du Coran la nuit, avec la lumière qui est la compréhension. On a les nuits de prière, comme lumière l'intensité spirituelle, et on a la vie domestique dans le monde ancien, les lampes dans les patios, les salons, les scènes de lecture, dans les miniatures persanes et ottomanes. La lumière est un chemin, elle oriente, éclaire, rend visible la voie droite. Alors, pourquoi j'ai voulu qu'on parle de la lumière? C'est pour vous montrer qu'elle a une place centrale dans les trois religions et qu'elle émane quelque chose. Et maintenant, on va dériver vers la Terre Sainte. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour ces trois religions et pourquoi cette terre est devenue aussi importante et aussi centrale de nos jours? Donc, l'expression de la Terre Sainte désigne un espace géographique du Levant. Donc, le Levant, c'est cette région-là, qui est la région qui se situe entre qui est la région du Liban, d'Israël-Palestine et une partie de l'Égypte, ainsi que la Syrie, et dont la sacralité est reconnue par les trois religions monothéistes. Il ne s'agit pas seulement d'un territoire, mais d'un paysage spirituel, un espace où se sont ancrés les récits fondateurs du judaïsme, la vie, la prédication de Jésus pour les chrétiens. C'est des lieux mentionnés dans le Coran et dans la tradition islamique. La Terre Sainte n'est donc pas une entité politique, mais un territoire de mémoire, un espace où le réel et le symbolique se superposent.
Pour le judaïsme, l'idée de la Terre sainte naît avec la promesse faite à Abraham dans le livre de la Genèse. Cette terre est un héritage, un lieu d'alliance, un espace dont la sainteté dépend de la présence de Dieu et de la pratique des commandements. Sa sainteté est intimement liée au Temple de Jérusalem, centre spirituel et rituel du peuple d'Israël. Dans le judaïsme antique, la Terre sainte n'est pas une terre comme les autres. Elle est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Cette délicate carte dessinée à la main au XIXe siècle, celle-ci, si vous la voyez, celle de Shlomo, celle de Gaon de Vilna, fut réalisée par un artiste affirmant s'être inspiré du modèle attribué à un juif. Elle s'inscrit dans une longue tradition de la représentation de la terre d'Israël fondée sur les sources bibliques et rabbiniques. Donc c'est celle à droite, si vous voyez, avec les petites maisons. La carte suit la description ancienne des frontières de la terre d'Israël, telles qu'elles apparaissent dans le nombre 34, tradition cartographique qui remonte à Rachi du XIe siècle, le plus grand commentateur juif médiéval de la Bible. Au fil du temps, cette géographie biblique schématique s'est enrichie de nouvelles strates, répartition du territoire entre les 12 tribus, indication de villes et de localités et représentation symbolique de l'espace du bâti. Les villes, si vous voyez, sont figurées sous la forme de petites maisons européennes aux toiles de tuiles, révélant l'univers visuel propre aux cartographes. Jérusalem occupe une place centrale et dominante, soulignée par une tour monumentale portant l'inscription Temple. Donc cette tour-là, normalement, elle est là. Je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai un pointeur laser, c'est ici. Oui, c'est celle-là. L'accent est mis au moins sur la précision topographique que sur les mémoires sacrées et l'imaginaire religieux. Celle que vous avez à gauche est une figure majeure, celle-ci, de cette tradition hybride. C'est Rabbi Shlomo de Helm qui l'a fait, qui date du XVIIIe siècle, qui était un érudit et rabbin polonais renommé. De manière remarquable pour son époque, il défendit l'importance de l'étude de la philosophie et des sciences aux côtés des études classiques de textes juifs. Et il va représenter en fait ce qu'il pense d'Israël avec les 12 tribus d'Israël et de leur localité. Contrairement à la tradition strictement issue de Rachi, les légendes et conventions graphiques de ces cartes témoignent d'une influence manifeste des cartographes chrétiens de Terre Sainte, notamment Christian van Adrichen et Matthias Setter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là ne sont jamais allés en Israël, ne sont jamais allés en Terre Sainte, et ce sont en fait des cartes dont ils vont s'inspirer, où ils se sont inspirés de d'autres carto, cartographes chrétiens, mais aussi en fait de ce qui est dit dans la Torah et dans la Bible en fait. C'est grâce à ça, et dans les commentaires de Rachi, c'est grâce à ça qu'on va avoir une idée à peu près des territoires des 12 tribus d'Israël, mais aussi des idées des villes qui existaient à cette période-là. Pour les chrétiens, la Terre sainte devient le lieu de la vie de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. C'est à partir du IVe siècle, avec l'impératrice Hélène et les premiers pèlerinages, que la Terre sainte se transforme en géographie sacrée, jalonnée de basiliques, de routes de pèlerinage, de sanctuaires sur les lieux évangéliques. Elle devient une géographie incarnée, le christianisme y voit la matérialisation de son récit. Là, vous avez en fait deux cartes qui sont des cartes qui datent du XVIe siècle. Donc, vous avez Abraham Ortelius que vous avez à gauche. Abraham Ortelius, c'est le pionnier de l'Atlas moderne qui consacra une carte à la vie et le pèlerinage du patriarche Abraham. Des versets de la Genèse encadrent la carte. Alors, pas celle-là, mais il en a fait, c'est une copie. Mais vous en avez plein. Et d'ailleurs, j'ai mis le lien sur Google Culture Art. Ils ont mis toutes les nationales, la Bibliothèque nationale de Jérusalem en Israël a mis en ligne toutes les cartes de cette région, ainsi que toutes les cartes qui représentent la ville de Jérusalem.
elles sont en haute qualité, on ne peut pas les piquer, mais elles sont en haute qualité. Et en fait, celle de Ortelius, pas celle-là qui est une copie, il y a des versets de la jeunesse encadrant le cas, transformant l'espace géographie en récit théologique et réaffirmant la promesse divine de la terre, de la terre. Vous avez aussi William Johnson Blaau, que vous avez à droite, qui publia une carte de la Terre Sainte vue par Moïse depuis le mont Nebo. C'est aussi des allégories, enfin, comment dire, ces cartes-là sont aussi des projections de ce qui pense à cette période. C'est des périodes où ils sont très religieux et donc ils ont une idée de la Terre Sainte qui est très pieuse et qui est très proche de ce qui avait ce qui était décrit au Premier Testament. Donc là, vous avez aussi la région de la Terre Sainte comme il l'imaginait dans le christianisme. Ensuite, vous avez la tradition islamique. La Terre Sainte occupe une place imminente, mais sa représentation repose sur des logiques qui sont sensiblement différentes de celles développées dans les cartographies juives et chrétiennes. L'espace n'y est pas principalement figuré comme un théâtre narratif de l'histoire sacrée, mais comme un territoire sacralisé par des lieux précis. En fait, ils vont plus fonctionner sur des endroits sacrés, comme Jérusalem, qui pour eux, la pierre de Jérusalem, où il y a la mosquée Al-Aqsa, va devenir sacrée et va être importante, ou des lieux saints de l'islam, comme la Mecque et Médine. Elle est associée à l'épisode de l'Isra wal Miraj, qui est le voyage nocturne du prophète Muhammad, qui relie la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée lointaine, identifiée au Haram al-Sarif. C'est là que la sacralité, on va dire, de la Terre Sainte existe. Mais sinon, en soi, dans l'islam, la Terre Sainte n'existe pas en lieu de sacralité, mais c'est plutôt un espace géographique administré qu'il faut gérer politiquement en fait. Et donc, à part ces lieux sacrés, il n'y a pas notion de la Terre Sainte aussi forte qu'elle est dans la religion chrétienne et dans la religion juive. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense que c'est important quand on parle de la Terre Sainte de savoir ce qu'elle veut dire dans les trois religions, mais surtout de ce qu'elle émet et quels sont les espaces géographiques dans lesquels on est. Et donc nous, on va rester sur la Terre Sainte qui est la Terre Sainte juive et la Terre Sainte chrétienne pour parler de nos lampes. Et nous allons parler d'une période assez particulière qui est la période qui est du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 7e siècle après notre ère. Je vais juste regarder s'il y a des gens, parce que sur Instagram, tout le monde se connecte, mais ils n'ont pas les diapos. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui se sont connectées aux conférences. Non, bah non. Ok. Du coup, est-ce que vous voyez? Alors, je vais continuer. Donc là, nous allons parler vraiment, nous allons rentrer dans l'histoire. Donc, il faut savoir que au 1er siècle avant notre ère, jusqu'au 8e siècle de notre ère, 8e siècle, je vous montrer une autre carte, mais en tout cas, au 1er siècle, on a en fait une géographie qui est complètement différente que celle qui existe de nos jours. Quand on parle d'Israël-Palestine, bah, on se rend compte que c'est une région qui est complètement éclatée par différents royaumes et différents espaces politiques. Donc vous avez, je veux bien mon petit pointeur, vous avez au nord ce qu'on appelle le Liban de nos jours qui commence là. Et vous avez aussi une partie de la Syrie, si vous voyez. Et en fait, ça, ce qui est en gris, en violet, vous avez la Phénicie, l'Utraïra, l'Albinem et la Syrie. En fait, ça va appartenir à différents peuples. Il faut savoir que les Phéniciens, on en parle beaucoup dans la Bible. On en parle beaucoup. On a des preuves archéologiques qu'ils existent et on sait très bien où ils sont. Donc, ils sont souvent dans le nord, qu'on pourrait appeler de nos jours le pays d'Israël, mais ils sont aussi au Liban. Et si vous voyez, ils sont au sud. Ils sont vers Gaza et Rafia. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, en fait, c'est la carte de World History Encyclopedia. Donc, c'est une carte référencée, c'est une carte qui existe. On peut pas la remettre en question.
On parle de la tétrachie hérodienne. Pourquoi on parle d'une tétrachie hérodienne? C'est parce que Hérode n'avait pas l'ensemble de tous les territoires, même s'il essayait de les avoir, et qu'elles étaient séparées par différentes familles royales qui, elles aussi, pensaient qu'elles étaient, comment dire, aussi issues du sang royal juif. Et donc, du coup, on a plusieurs noms qui apparaissent. Donc, c'est pour ça, ça vous donne une idée. Donc, le territoire d'Hérode, à cette époque-là, elle englobait, en sachant que tout le monde était d'accord, elle englobait une partie, ça allait jusqu'à Césarée, ça allait jusqu'à Gaza et Rafia. Ça ne prenait pas en compte Haïfa et le nord. Jusqu'à Tyr, ça ne prenait pas Tyr, mais ça prenait ensemble une grande partie de la Galilée et du Golan et de la Syrie, si vous voyez. Ça faisait complètement écart sur la Jordanie actuelle, mais ça avait quand même c'était quand même une royauté qu'on avait aussi à Pétra et qui couvrait en fait le nord et le sud, enfin l'ouest et l'est du Jourdain avec la mer Morte. Il faut savoir que l'administration romaine à cette époque-là, enfin quand elle va arriver, va l'appeler Judée. Elle va devenir Phénicia Palestine 1, 2, 3 que à la période d'Adrien, quand le second temple va tomber. Mais à l'époque hérodienne, nous sommes dans une administration qui est juive, sous administration romaine et avant hellénistique. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée et ça va être énormément vu sur nos lampes. Donc, on a les lampes hérodiennes qu'on va trouver énormément à la période du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 135 après Jésus-Christ. Si vous voyez, ce sont des lampes qu'on va trouver essentiellement dans les tombes, mais aussi on va trouver dans les couches du 1er siècle avant notre ère. Et on va les trouver aussi dans d'autres parties d'Israël, donc dans le nord. Et en fait, elles sont symboles de rébellion. Donc, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristique? C'est ce sont des lampes tournées, elles sont pas moulées. Et d'ailleurs, on peut repérer des vraies des fausses. Par exemple, celle que je vous ai mis ici est une fausse. Elles sont énormément utilisées comment elles sont énormément utilisées pour la vente. On fait énormément de reproduction et en fait, on voit qu'elles sont fausses. Pourquoi? Parce que ces lampes sont faites d'une certaine manière. Elles sont coupées au couteau en fait. Elles sont elles sont l'argile est coupée au couteau. Donc on peut le voir vraiment les scissions qu'il y a sur l'argile et on peut voir quand elles sont fausses, quand elles sont parfaitement bien entourées, elles sont fausses en fait. Les caractéristiques, c'est qu'elles ont un bec ajouté qui s'appelle le nosol. Et il y a différents types. Il y a le type 1, rebord interne large autour du clou, de remplissage et bec plus évasé. Donc en fait, ça va être plus long, beaucoup plus long et beaucoup plus large ici. Et vous voyez, si vous regardez dans les détails, vous voyez très bien que là, on voit qu'elles sont taillées au couteau, qu'on a coupé des formes ici en fait. Donc c'est ça qui est très intéressant dans ces lampes. On a le type 2 qui a un rebord plus étroit, donc celle-là. Celle-là est une fausse, mais on a celle-là ici. Et en fait, celles-ci dépendent en fait de ce qu'ils vont faire. Celles-ci vont durer peut-être 30 minutes et celles-ci, elles vont durer 1 heure en fonction de l'intérieur. Et on a une absence de décor figuré. Et pourquoi on a une absence de décor figuré? C'est que ça correspond en fait aux normes aniconiques juives de la période. En fait, on est à la période hérodienne qui est premier avant notre ère. Et en fait, c'est une période où les juifs sont pieux. Tous ceux qui vivent, en tout cas dans cette région-là, sont assez pieux. Et donc, il n'y a aucune représentation, il n'y a aucun marqueur religieux et culturel. On va avoir aucun dessin de représentation du temple ou de représentation de plantes ou de représentation de personnes. Les très petites décorations qu'on va avoir, ça va avoir parfois un trait et des petits cercles, mais rien du tout
utilisés pour pouvoir faire de la décoration. Et ça, c'est lié à la région cette période où c'est une période assez pieuse, où les Juifs sont assez pratiquants et ne veulent pas avoir de symboles. La production, on la suppose de Jérusalem et on va avoir quelques imitations locales qui sont produites avec des argiles régionales. Les Juifs ont préféré massivement les importer de Jérusalem, même lorsqu'ils sont éloignés géographiquement. Mais les Juifs, les non-Juifs, donc par exemple à Dora Scopiolis, donc ce que je vous montrais quand on était sur cette région-là, qui sont en fait Scopiolis, c'est là. En fait, eux vont importer ces lampes, mais ils vont plutôt les créer de manière locale. Et en fait, pourquoi? Parce que en fait, ils sont complètement dans ces différentes régions. En fait, les peuples se représentent elles-mêmes. Elles ne sont pas, elles ne sont pas ok pour ne pas avoir de distinction. Elles aiment bien être distinctes. Et elles aiment bien être comment elles aiment bien être séparées les unes des autres. Donc, du coup, elles aiment bien se démarquer, elles aiment bien être identitaires. Donc, du coup, à Jérusalem, on va avoir les Juifs qui vont euh, importer la production depuis Jérusalem et utiliser ces lampes. Et quand ça va être des non-juifs, en fait, ils vont utiliser leur propre argile, ils vont essayer de faire le même modèle, mais ils vont utiliser leur propre argile et parfois avec quelques dessins qui sont pas du tout dans la halakha de l'époque. Donc, qu'est-ce que ça relève? Ça relève un lien culturel fort avec Jérusalem à cette période, perçu comme un centre religieux et identitaire. Les lampes importées pouvaient servir de vecteur de cohésion religieuse et halakhique, notamment dans le cadre des pratiques rituelles juives. Ensuite, à cette époque-là, vers le premier millénaire avant notre ère, on a en fait l'importation de ces lampes romaines quand je vous parlais en fait de ces, euh, de ces personnes non juives, de ces peuples non juifs qui vivaient vraiment à côté des juifs, et ben ils importaient énormément de lampes romaines. Et on va voir aussi que les élites juifs aussi aimaient bien ce type de lampe. Donc ça, c'est des lampes qui vont être trouvées du deuxième au premier avant JC, en sachant que le pic va vraiment être vers la fin du premier avant JC et plus euh, vers le premier, deuxième et troisième jusqu'au quatrième après Jésus-Christ. Donc là, la différence technique, c'est que au lieu qu'elles soient comment faites main, en fait, elles vont être tournées, elles vont être moulées. Et ça va être un changement majeur, on va le voir plus tard, sur l'ensemble des lampes, en fait. Et on va avoir des caractéristiques qui sont complètement différentes. Il faut savoir que ces lampes-là, donc ça, ce sont des imitations, mais ces lampes-là qui sont importées et qui sont romaines, on va les trouver à Césarée, à Ashkelon, donc à Césarée qui va être au nord et à Ashkelon qui va être au sud. Et elles circulent alors essentiellement dans les milieux non juifs, comme on l'a dit. Euh, on a leur présence quand même au premier millénaire. C'est Hérode qui va les mettre en place parce qu'elles entrent dans les palais, dans les résidences aristocratiques, les centres administrative, il s'agit toujours de consommation élitaire, limitée et associée à la romanisation progressive des classes dirigeantes. Euh, la vraie bascule, elle va se produire après la destruction du temple, au 70 après notre ère. Et à partir de ce moment-là, les lampes romaines, elles deviennent la forme dominante dans toute la Provence. Cette domination dure jusqu'au IIIe siècle, environ 250 après notre ère, et enfin, autour de 300 après notre ère, leur production décline nettement, laissant place aux lampes tardives de l'Antiquité tardive et aux premiers modèles byzantins. La technique des lampes moulées romaines diffère radicalement de celle de hérodienne, donc c'est ce qu'on a vu. Elles ont un moulage en deux valves et un procédé qui permet une production plus rapide, une reproduction standardisée des motifs et une diffusion à large échelle. Le décor n'est plus ajouté après la cuisson, elle est intégrée directement dans le moule, ce qui permet de multiplier les modèles avec une précision remarquable.
Cette technique marque l'entrée dans une forme d'industrialisation, à la fois en termes de quantité, d'uniformité. Elle témoigne d'une économie de marché plus intégrée où l'objet circulait comme un produit manufacturé standardisé. La lampe romaine se reconnaissait immédiatement à leur disque central, donc ce que vous avez ici. Vous avez l'imago, donc l'image que vous avez là, mais vous aviez aussi ici, elles sont cassées en deux. Et vous avez le bec qui est triangulaire, qui est arrondi, qui est moulé dans la masse et donne l'objet sa silhouette typique. L'iconographie est extrêmement variée. On a la mythologie romaine, les gladiateurs, les spectacles, les arènes, du quotidien, animaux, plantes, symboles, protecteurs, iconographie religieuse des cultes païens. Certaines lampes portent également des marques d'atelier, signatures ou monogrammes qui permettent de reconstituer les réseaux artisanaux. Ce foisonnement reflète iconographiquement la richesse culturelle et religieuse de l'Empire romain, mais il se heurte frontalement aux normes juives, ce qui aura des conséquences sur la manière dont les lampes seront adoptées ou adaptées dans les communautés locales. Elles ne sont pas, comme je vous ai dit, elles sont quand même beaucoup importées et elles sont beaucoup imitées. Ça, c'est une étude qui a été faite qui montre qu'il y a des imitations de production régionales qui se sont faites dans le Nord. Et on va voir par la suite qu'elles sont imitées et en fait, elles sont retravaillées parce que pour les Juifs qui étaient vraiment de cette région, il était hors de question qu'on efface leur distinction. Ce qui nous amène aux lampes syro-palestiniennes. Donc le mot syro-palestinienne, c'est les études qui ont été faites précédemment. Elles ne veulent pas dire une région syro-palestinienne, elles veulent juste dire que elles ont été découvertes à la période où les Britanniques commençaient à faire des fouilles et à cette période-là, la région s'appelait la Palestine. Donc voilà, c'est réglé. Donc elles sont appelées comme ça parce qu'elles sont vraiment typiques de la région et on va voir comment elles sont organisées et comment elles sont faites. Donc après les lampes romaines classiques, un nouveau type de lampe apparaît et s'impose dans tout le Levant. Les lampes à disque syro-palestiniennes, que les typologies appellent aussi R24 et R29, elles sont essentielles pour comprendre la transition entre le monde romain impérial et l'Antiquité tardive. Elles sont pareilles, elles sont moulées en deux valves, elles sont produites en série et surmoulage fréquent. On va les trouver avec des disques dédectorés, des becs triangulaires, des pattes locales et des décorations iconographiées adaptées. On va les trouver plusieurs régionales. On va les trouver aussi dans la période phénicienne où ils vont adapter leur décor à Ashkelon et à Beth-Shean. Et à Beth-Shean, c'est en fait un fief juif à cette époque-là. Techniquement, ces lampes reprennent le principe donc romain, mais elles vont avoir une diversité beaucoup plus grande avec des argines régionales beaucoup plus grandes. Et si vous restez jusqu'à la fin, en fait, on va voir le symbolisme derrière ces lampes, parce que ces lampes vont vraiment représenter une Judée très intéressante avec ces symboles. La caractéristique, c'est que c'est un objet qui est populaire et narratif. On va y retrouver voilà, des motifs floraux, architecturaux, religieux, liés à la fois à la mythologie juive, mais aussi à la mythologie grecque et romaine. Ces lampes, en fait, elles vont être, pour les chercheurs, elles vont être appelées que c'est une romanité réappropriée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont été rendues locales, mais elles sont romaines en fait. Et ça, on peut le trouver de nos jours énormément, comme du Made in China ou comment des répliques en fait qu'on a sur les marques. C'est qu'en fait, c'est quelque chose à la mode, mais c'est quelque chose, et c'est là où on voit que l'être humain, il est toujours le même. C'est quelque chose qui va être répliqué, mais décliné aux besoins de la population et de ce qu'elle représente et de sa propre identité.
De nos jours, on a tendance à vouloir effacer notre identité et peut-être vouloir représenter, enfin non, pas effacer une identité, mais on va vouloir plus être dans une identité qui est riche et qui est pauvre. À ces époques-là, en fait, c'est pas du tout, ces identités n'existent pas du riche et du pauvre. On sait très bien qui est riche et qui est pauvre. Mais ce qui est important, c'est plus d'où tu viens et quel Dieu tu aimes. Et ces divinités, cette notion de divinité et de religion et d'appartenance et d'identité est quelque chose qui est très importante dans ces civilisations-là, mais qui est aussi très importante encore au Proche-Orient, où l'identité religieuse et l'identité d'appartenir à une région est encore très importante et très nécessaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, pas tant la richesse et la pauvreté, qui sont des distinctions que l'on peut voir assez rapidement et on n'a pas besoin forcément, enfin on le voit au niveau des vêtements, tandis que dans les distinctions occidentales, on va beaucoup plus être moins dans les distinctions religieuses ou dans les distinctions d'appartenance de pays ou de région, mais plus être dans des distinctions, on va dire, de classe sociale. C'est une différence. Donc ensuite, nous allons parler de la période byzantine, mais je voudrais savoir s'il y a d'autres personnes qui se sont installées. Donc, attendez. Non, il n'y a personne d'autre. Est-ce que pour l'instant, c'est bien? Levez la main si vous m'entendez bien. Ça va? Merci Sylvie. Je vais rebaisser les mains, c'est juste pour savoir si ça se passe bien, etc. Donc là, je vais vous parler en fait de la période byzantine, qui est en fait une période qui est assez intéressante. Et du coup, je voulais vous la montrer. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous ne voyez pas. Bref, je vais pas vous montrer du coup. La période byzantine, c'est une période qui est un peu aussi passée par-dessus la jambe. On n'a pas vraiment discuté, etc. À part que oui, Jérusalem, etc. Mais en fait, c'est une période qui est assez intéressante du point de vue archéologique parce que moi, ce que je voulais montrer, c'est le déclin de l'Empire byzantin, c'est-à-dire comment il grandit, puis après, tout doucement, il décline en fait. Et là, en fait, c'est l'Empire romain en 450 avant notre ère. En fait, c'est l'Empire byzantin, en sachant que ce qui est byzantin, c'est ce qui est en rose, et l'Empire romain, c'est ce qui est en bleu. Et en fait, Constantin va hériter de tout ça, et au fur et à mesure, ça va pas être possible à gérer, parce que c'est trop grand. Et au fur et à mesure, tout ça va partir au fur et à mesure en déclin. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est cette région-là. Et en fait, je peux pas vraiment agrandir, et en plus, ça sera fou. Mais en fait, la région d'Israël et de Palestine, en fait, vous avez le Liban, etc. Nous, on a parlé de ces régions-là. Et ben, c'est là où elles sont déjà avec Adrien, mais c'est là où, en fait, Palestinien 1, 2, 3 et 4 apparaissent. C'est à cette période-là. Et en fait, pourquoi ces régions-là vont devenir très importantes, c'est que Hélène, la mère de Constantin, si je me fais pas taper sur les doigts, elle était très pieuse, et elle a voulu mettre énormément d'églises et dans cette région. Et on arrive en fait à des monastères, et ça va être des monastères et des basiliques qui vont en fait tenir toute la région du Proche-Orient. Et c'est là où va se créer en fait une autre sorte d'administration qui était en fait qui sort qui est en fait une parenté de l'administration romaine. Et en fait, cette administration va être très bien organisée par des églises, des monastères et des basiliques. Et il va y avoir, grâce à elle, tout un système de reliques où les gens vont vouloir, avec des systèmes de pèlerinage, vont vouloir retourner
en Terre Sainte pour retrouver en fait des bouts de l'histoire. C'est un peu l'archéologie, on va dire, moderne, mais ils vont essayer de retrouver des traces du passé qui pourraient permettre de rendre vrai le christianisme en fait. Donc c'est là où on arrive aux langues byzantines, donc celles-là. Elles sont très intéressantes parce que elles représentent deux civilisations qui vont se faire un peu la tête, on va dire. C'est que elles ont un basculement visuel du décor narratif, où les lampes syro-palestiniennes affichaient un décor varié, mythologique, floral et architectural. Les lampes byzantines, elles vont faire apparaître pour la première fois un vocabulaire symbolique entièrement nouveau. Donc, on va avoir la croix, le chrisme, la colombe, le poisson, la vigne, l'eucharistique. Elles sont toujours moulées en deux vaves, c'est-à-dire qu'à partir de la période romaine, le moulé en deux vaves, c'est le truc en deux vaves, c'est le truc qu'il faut faire. On va faire 2 ou 3 productions en série et ça va être une standardisation avancée. C'est qu'on va les faire vraiment, vraiment, vraiment en quantité assez nombreuse. Elles ont un corps rond, ovale ou piriforme. Elles sont le discus, c'est toujours cette partie-là en fait, qui est large, parfois perforée ou ajoutée. Elles ont un bec triangulaire et elles ont des décorations qui sont à la fois florales, mais on va voir, elles ont des décorations qui sont très très l'ordre du registre du christianisme et de cette période-là. Donc on a plusieurs centres, on a la Galilée, donc cette région cette région-là. La Galilée, on va avoir Jérusalem, la Syrie du Nord, la Phénicie et le Néguev byzantin. En fait, c'est l'endroit où ces civilisations fonctionnent. C'est-à-dire, c'est comme si on parlait de Paris, de New York, de Dubaï. C'est des endroits où ça tourne et ça fonctionne. Donc, la production, elle est énorme. On parle de quand même de quantités assez impressionnant. Et il y a un basculement visuel qui va être assez d'appartenance chrétienne. Ensuite, on a les lampes début de la période islamique, donc du 7e siècle au 9e siècle de notre ère. Et elles sont pareilles, moulées en deux valves. C'est l'apparition de nouveaux moules plus simples et plus économiques. En fait, c'est lorsque la domination byzantine disparaît et que les Omeyyades s'installent à Damas, le paysage matériel du Levant se transforme profondément. Les lampes aussi changent, elles deviennent les premiers témoins archéologiques tangibles de l'islam naissant dans la région. Continuité technique visuelle, donc on est toujours sur du moulé en deux valves, mais en fait visuellement tout change. La figure humaine disparaît, la figure animale elle disparaît et les artisans rentrent dans une nouvelle esthétique qui aura un autre langage qui est l'aniconisme islamique. Le décor il devient géométrique, floral et épuré. La lampe cesse de raconter des histoires, elle devient un objet de sobriété et d'équilibre. Euh, les productions, comme celles qu'on a vues, elles coïncident désormais avec les centres administratifs de l'État islamique, donc Jérusalem, Ramla et Damas. Ces lampes circulent le long des nouvelles routes commerciales qui relient le Levant et à l'Arabie, l'Égypte et l'Irak, et elles reflètent donc un espace désormais unifié par la loi, la langue et l'économie. Ce qui est frappant en fait dans ces lampes, c'est qu'elles n'ont pas de nouveauté technique. Elles n'existent, enfin, il n'y a rien de nouveau et en fait elles ont juste une nouveauté idéologique, c'est qu'on efface toute représentation. Il n'y a plus aucune représentation même de symbole chrétien. C'est de la géométrie et c'est ça le nouvel esthétisme. Alors pour conclure sur la typologie de mes lampes, en fait, c'est que y a quelqu'un qui veut me parler sur lever les mains? Si vous voulez me parler, en fait, il faut absolument écrire sur le chat. Bon, je pense que c'est bon. Donc,
Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que sur la typologie des lampes, pourquoi j'ai voulu vraiment parler des lampes, c'est que ces lampes-là, elles sont assez intéressantes parce qu'elles sont vraiment des changements politiques qu'il y a à la période islamique, à la période byzantine, avec tous ces changements et ces bouleversements que tiennent la région, avec les langues syro-palestiniennes, les langues romaines, les langues hérodiennes. On sent bien qu'il y a une évolution, elles ne sont pas liées du tout à une évolution technique. Si on passe de la lampe tournée à la lampe moulée, mais en fait, dans ces typologies-là que je vous montre, en fait, apparaît plus un langage, une psyché de l'objet. L'objet veut dire quelque chose, et l'objet veut dire quelque chose qui n'est pas qui n'est pas de l'ordre technique, qui est de l'ordre politique et des bouleversements. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, elles représentent ce qui se passe, elles disent ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'elles sont à la fois peut-être toutes petites, minuscules, et on les trouve en quantité et en quantité en archéologie. Mais ces lampes-là, du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 8e siècle avant notre ère, elles brossent en fait plein de questionnements identitaires que va se poser cette région et que se pose encore cette région de nos jours. C'est une région, la Terre Sainte, qui reste une région où les gens, je dirais, parce que nous, on est à l'extérieur de cette région, mais c'est une région où les gens se posaient des questions politiques, des questions d'appartenance, des questions de loyauté, des questions de politique. Et tout ça se voit juste, je vous ai pris juste un objet qui est les lampes. Et elles n'ont pas, vous avez vu, elles n'ont pas évolué énormément techniquement parlant sur 900 ans, 900 ans. Donc c'est là où moi je vais vous parler en tant qu'archéologue sur les symboles des lampes hérodiennes aux lampes abbatiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire par là et qu'est-ce qu'elles nous montrent ces lampes-là? Et surtout vous parler un peu, me plonger dans la vie quotidienne de ces civilisations, de ces différentes civilisations. Donc vous avez ici le quartier de Jérusalem, la vieille Jérusalem, comme on l'appelle, The Old City. Et c'est celle que on connaît basiquement du 1er siècle, 2e siècle, avant notre ère. Bon, il y a pas mal de choses qui se mélangent, c'est normal. C'est Jérusalem, stratigraphiquement parlant, c'est le bordel. Faut parler comme ça, il y a énormément de choses qui se mélangent, mais ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on va parler de la période hérodienne, et grosso modo, à moins qu'il y ait quelqu'un qui me dit non, c'est pas ça, moi j'ai décidé que c'était à peu près correct et que j'avais pas vraiment faux. En fait, ce que vous voyez ici, c'est le second temple. Bon, le temple, vous avez la partie, vous avez vu sur la partie ouest du temple, parce que sur la partie est, en fait, nous avons l'entrée du temple qui est jusqu'ici, mais on n'a pas l'autre bout parce que, en fait, c'est une maquette qui est, je crois, si je ne m'abuse, Jérusalem, au musée de Jérusalem. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette maquette, c'est que vous avez à peu près l'organisation du quartier avec quelques rajouts qui sont des rajouts romains qui vont se rajouter quand les Romains vont vouloir vraiment avoir le pouvoir sur cette ville, comme ils avaient envie d'avoir le pouvoir ailleurs, hein. Et en fait, c'est qu'on va voir un théâtre et la forteresse d'Antonia qui a été fouillée, dont on a trouvé énormément euh, de, de pierres balistiques. C'est des pierres rondes. Et en fait, vous avez probablement un stadium là, mais on ne sait pas, on l'a pas encore trouvé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours, il y a des fouilles ici qui sont ici. Vous avez des fouilles dans cette partie-là. Toute cette partie-là a été plus ou moins exposée. Cette partie-là est en cours de fouille, et toute cette partie-là, le long, encore une fois, personne n'a fouillé en dessous, à part les Britanniques quand ils étaient en mode, ils avaient le pouvoir sur cette région-là. Personne n'a fouillé en dessous du temple, hein. En dessous du mur, c'est quasiment impossible parce que en dessous du mur, il y a la Roche-Mère.
Donc, on peut pas y aller, c'est pas possible, mais on a réussi à exposer, Israel Authority Antiquity a réussi à exposer toute cette bande-là. Une partie de la bande est publique, l'autre partie ne l'est pas. Plus ou moins publique, on va dire. Et donc, ce qui est intéressant dans cette région-là, c'est qu'en fait, comme je vous avais dit, à la période d'Hérode, les gens étaient pieux. Et les gens étaient pieux. Et en fait, on a trouvé énormément de citernes qui sont en fait des mikvés, donc énormément de plans d'eau. Et ces mikvés sont extrêmement représentatifs de l'activité qu'il y avait au niveau du temple à cette période, qui était une activité énorme, mais vraiment énorme. Et il y avait du monde tout le temps au temple. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a trouvé des traces archéologiques. Donc, vous avez donc ces mikvés, mais vous avez aussi la ville, les boutiques avec l'arche, la porte Wilson, Wilson, je sais plus, Davidson, Wilson. Et en fait, cette arche descendait avec des escaliers et elle a été, ce qu'on retrouve, c'est le bout quand vous allez là-bas en Israël, vous retrouvez le bout de l'arche, vous n'avez pas l'escalier qui s'est complètement effondré et on voit ce que ça a fait sur la route hérodienne. Et en fait, vous avez les boutiques, tout simplement les boutiques. Ce que vous voyez là, c'est les pierres qui ont été complètement démantelées. Ça a été archéologiquement, ça n'a pas vraiment bougé. C'est comme ça qu'on les a trouvées. C'était trop lourd à bouger. Donc en fait, c'est les pierres qui ont été démantelées à la période 70 quand le temple a été détruit et que les Romains ont été se sont installés à cette période-là. Donc c'est pour vous donner que on parle d'une lampe, on peut aller regarder un peu ce qui se passe du point de vue historique et finalement historiquement et archéologiquement, ça se regroupe, ça se recoupe et c'est assez clair. C'est pour ça que c'est assez marrant quand les gens disent des choses et que quand on va vérifier, quand ça se recoupe pas, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc là, c'est pour vous montrer un peu que ça se recoupe et que oui, à la période hérodienne, nous sommes bien dans une période où les Juifs étaient pieux, que oui, Jérusalem était le centre de l'univers de cette région-là, et que oui, il y avait une activité assez intéressante et assez forte tout autour du temple. Et d'ailleurs, nous avons trouvé la route du pèlerinage, qui va bientôt être ouvert ou qui est déjà ouvert, euh, qui est la Central Valley, qui est appelée grossièrement parlant, mais archéologiquement parlant, pas vraiment de preuves, la cité de David. Donc ça, c'était pour vous montrer aussi une partie, parce que nous allons descendre sur les lampes romaines. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que vous avez The Elite House, c'est-à-dire que en face du temple, vous avez toute une partie qui est ici, qui est en fait la partie des élites, où vivaient les élites. Et c'est une partie qui est assez intéressante. Je crois que les pauvres vivaient plus par là, mais c'est encore à vérifier. Mais en tout cas, tout ce quartier-là, et d'ailleurs, c'est dans un quartier où vous allez trouver énormément d'églises et il y a eu des fouilles dans toute cette région-là. C'est un quartier assez riche avec des découvertes de mosaïques romaines, des découvertes de colonnades, des découvertes de plein de trucs. Je vous laisse lire les nouvelles découvertes, mais il y a pas mal de choses. Le seul truc où on a du mal à retrouver, c'est ce petit Colisée. Je crois qu'on le retrouve, mais un peu plus loin. Mais celui-là, je sais plus trop si on l'a trouvé ou pas, je pense pas. Du coup, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que on appelle ça, en fait, ce quartier-là, ce quartier juste là, on l'appelle le quartier hérodien. C'est un quartier qui est localisé dans la ville haute à l'ouest de l'esplanade du Temple, qui constitue un contexte archéologique majeur pour l'étude des pratiques domestiques à la fin de la période du Second Temple. Les fouilles, elles ont mis en évidence un ensemble d'habitations, dont on vous a parlé, caractérisé par une architecture soignée, la présence systématique aussi de vaisselle cachérisée,
en pierre. Donc ça, je vais vous les montrer. Et on va avoir une stricte conformité aux normes de pureté rituelle. Ces éléments indiquent aussi une population majoritairement composée d'élites aristocratiques. On trouve aussi dans ces villas, on va dire dans ces résidences, des lampes à l'huile de type romain, tant importées que produites localement selon des modèles romains. Ces lampes sont généralement moulées, comme on l'avait dit, et leur présence est attestée dans plusieurs contextes domestiques. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on est dans une bâtisse qui est vraiment proche des Romains. On a vraiment ces villas avec ces pierres ces pierres qu'on appelle ashlar stone, qui sont en fait des pierres carrées qu'on retrouve aussi, rectangulaires qu'on trouve aussi au temple. Mais ce qu'on a aussi, ce qui est nouveau, c'est en fait la mosaïque. Alors là, on a une mosaïque géométrique, mais on peut aussi trouver, alors j'ai pas de photo, mais on peut trouver aussi des mosaïques iconographiques avec des représentations. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont trouvé, donc là, vous avez des citernes, vous avez des états de bains, mais vous avez aussi, ils ont trouvé aussi à cet endroit-là comment dire, des peintures du style romain. Donc, on est dans on appelle ça en archéologie un système hybride, c'est-à-dire que à la fois ces élites se voulaient pieuses et se voulait vraiment elle suivait les traditions juives, etc., mais en même temps elle mettait en place un peu de nouveautés qui étaient les nouveautés romaines de l'époque, et elles étaient à cheval à la fois sur tout ce qui était pieux. Donc là vous avez ces fameuses vaisselles cachère, c'est-à-dire que c'est des vaisselles en pierre, donc qui s'étaient utilisées pour tout ce qui était cachère parce que ça permettait en fait de pas mélanger le lait et la viande, ça permettait de boire correctement, et il y a toute une vaisselle comme ça qui a été trouvée, et aussi à la fois de lampes romaines avec des profils parfois mythologiques, voilà. Donc je vais regarder s'il y a personne qui s'est enregistré, parce que il y a des gens qui m'ont dit qu'ils arriveraient tardivement. Ah, il y a une vidéo, je vais pas afficher. Ah bah voilà, il y a tout le monde qui est là. J'ai réussi à ajouter tout le monde. Tout se passe bien? Ça va? Levez la main pour me dire si ça se passe bien. C'est la compagnie Decathlon. Je dis bien. Bon, ok. Donc, je continue. C'est bientôt fini. Euh, du coup, on est sur les symboles. Donc maintenant, si vous avez compris, vous avez les lampes hérodiennes qui sont complètement pures. Vous avez les lampes romaines où on a de la mythologie et on a des représentations d'animaux, de guirlandes, de plantes, etc. Après, vous avez les lampes syriennes, syro-palestiniennes qui font le tour, qui font l'entre-deux, on va dire, avec une identité qui se révèle de plus en plus forte et de plus en plus euh, rebelles, on va dire. Ensuite, on a les lampes byzantines qui, elles vont complètement se séparer et vont vraiment rentrer dans le registre chrétien en termes de décoration. Puis on a après les lampes islamiques qui, elles, vont réduire cette décoration à quelque chose de beaucoup plus simple avec disparition. Enfin, on va en fait supprimer tout ce qui est figure humaine, animale et chrétien. Et en fait, là, on va parler en fait de si vous y connaissez maintenant, vous allez bien me dire que ces lampes-là, ce sont des lampes syro-palestiniennes. Comme vous voyez, elles ont le bec triangulaire comme les becs, les lampes romaines, mais avec des symboles complètement différents. Et donc, nous, on va parler de ces symboles parce qu'ils sont assez magnifiques. Donc là, en fait, ce travail, c'est le travail d'une thèse que quelqu'un a rendue. Donc, je vous ai mis la bibliographie. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que elles vont prendre donc d'abord des motifs géométriques comme les Romains, mais
elles vont s'inspirer de motifs beaucoup plus typiques, qui est par exemple la grenade, si vous voyez. Et là aussi, vous avez la grenade. Dans toutes les formes, on a la grenade, parce qu'on est tous fiers de notre grenade. Mais vous avez la grenade. Et en fait, ça n'a pas vraiment de symbolique, c'est juste que bah, les plantes qu'il y a là-bas, bah, il y a la grenade et que la grenade, en fait, c'est symbole un peu plus tard de fertilité, mais c'est surtout que c'est une plante qui existe ici, dans cette région, et dont les gens sont assez fiers. Vous avez aussi des fleurs, des guirlandes qui vont, euh, qui vont se mettre, et en fait, on est sur des allégories parallèles. Donc ça, c'est parce que on tient quand même à faire des jolies décorations, mais ces décorations doivent quand même être, comment dire, assez pures en fait. Il faut pas non plus trop y rajouter, hein. Faut pas y aller comme les Romains dans le pur iconographique avec énormément de dessins mythologiques, etc. Faut y aller de manière assez soft et c'est quelque chose aussi que les Juifs ont gardé de nos jours avec des dessins en fait assez doux, voilà, on veut pas trop oser aller plus loin. Et donc ça va être des répertoires orientaux dont la grenade qui va être largement utilisée. Ensuite, quand il va y avoir le temple qui va tomber, le deuxième temple qui va tomber, on va avoir, alors on avait déjà des symboles de Ménorah, comme celle-ci, qui sont vraiment des distinctions juives, mais si vous remarquez, la Ménorah, elle a un peu trop de branches. Des fois, elle en a 10, elle en a 9 ou 10, des fois 11. Donc en plus, numériquement, elles sont pas de pair. Et pourquoi? Parce que à l'époque, il était interdit, avant la destruction du temple, de représenter la Ménorah avec toutes ses branches. Donc on faisait une petite discrétion, c'est-à-dire qu'on faisait la Ménorah, mais on rajoutait quand même quelques branches, histoire de pas trop déconner sur la loi, quoi. Donc, mais à la période du deuxième temple, on va arriver, après le deuxième temple, on va arriver en fait à des représentations beaucoup plus schématiques, mais aussi de l'ordre du rituel en fait. On va avoir en fait des mini-hôtels. Donc là, je remets mon sticker, mon pointeur laser, mais vous avez tout cela. Alors non, ça c'est Soukot. Ça représente les cabanes de Soukot, de ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Mais ça, en fait, ça va être l'hôtel du temple, en fait, euh, qui va être représenté comme ça ou comme ça, en fait. Et on va le voir de temps en temps. Bah, par exemple, donc là, c'est Soukot. Non, ça aussi, c'est le temple, excusez-moi. Et en fait, on va le retrouver là. Ça veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire le temple. Et en fait, on a des portes aussi qui sont les portes funéraires qu'on va trouver à Beth-Shean, où on va trouver énormément de portes comme ça de cette période qui est en fait les périodes funéraires. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Beth-Shean. Donc en fait, on s'est attesté. Donc on a aussi des branches de loulav. Donc ça, je vous ai pas mis. Et vous avez des branches aussi qui représentent les soukottes. Et vous avez aussi des fruits qui représentent aussi ce qu'ils mangeaient à Shavuot. Et ça, ils vont garder comme des mémoires en fait du temple qui est tombé et de la tradition juive. Euh, donc voilà. Donc là aussi, je vous ai mis. Donc là, vous avez aussi des objets du quotidien. Si vous voyez, vous avez une sorte de pelle qui est là. Donc une pelle à quoi? Peut-être une pelle qui sert aux cendres. Et là, vous avez aussi la ranoukia qui a trop de branches. Donc vous avez pas mal de symboles qui veulent dire en fait, qui veulent parler en fait de l'identité juive. Là, vous avez je crois là, vous avez les plantes de Soukhot, donc vous avez d'une certaine façon les troglas.
vous avez Lamir et Lula, je crois, sans que je me fasse taper par les doigts par mon père. Et ensuite, vous avez les 7 branches de la Ménorah, mais là, pareil, c'est pas vraiment correct. Et c'est fait exprès, en fait, que ça soit pas correct. Donc là, vous avez aussi les 7 branches. Et vous avez cette décoration qui est en fait une lampe byzantine qu'on va voir un peu plus tard, mais qui est assez intéressante du point de vue euh, symbolique. Donc maintenant, je vais vous aborder l'époque, parce que je vois qu'il est 35. En fait, j'ai cru qu'il n'y avait pas assez d'informations, mais il y en a peut-être trop. Mais je voulais parler aussi de la période byzantine. Donc, la période byzantine, elle marque une rupture majeure iconographiquement parlant. On voit en fait une affirmation des décors. Donc, comme vous voyez ici, en fait, vous avez une lampe byzantine et vous avez la croix orthodoxe. Vous avez aussi, donc ça j'ai pas trop parlé, mais en fait il y aura des objets du quotidien qui dataient de l'époque syro-palestinienne et en fait on revoit en fait dans les vases et on revoit aussi ce décor-là avec les plantes. Et là on voit par exemple la plante et on voit un texte grec qui est souvent lié au Christ. Et ensuite on a aussi là énormément de décorations géographiques, géométriques, et vous avez aussi là la croix chrétienne. Donc on voit bien. Donc là c'est celle qu'on a vue qui est une byzantine, qui est une menorah juive qui doit être la seule l'unique qu'il doit y avoir parce qu'on a très peu qui représentent le peuple juif à cette époque-là. Et vous avez aussi là la géométrie et avec quelques plantes. Euh, Ça c'est des, euh, des, des lampes qu'on a trouvées dans le nord d'Israël. Donc moi, c'est pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est parce que par exemple, à Shifta, où Shifta est là, nous on a parlé beaucoup de Jérusalem, on en a parlé de quelques-unes dans le nord, par là. Moi, je vais vous parler de Shifta, qui est en fait une ville chrétienne, byzantine, qui va être installée vraiment au milieu du désert. Elle est installée là. D'ailleurs, il y a une base militaire, parce qu'il n'y a vraiment rien à cet endroit-là. Et en fait, c'est une ville qui va être créée complètement ex nihilo. Elle est assez grande. Et il va y avoir énormément d'églises autour, enfin, dans la ville. Et en fait, c'est un endroit, en fait, le désert. C'est un endroit que et on a trouvé énormément de langues byzantines, et c'est un endroit, en fait, le désert du Négev, c'est un endroit où les Byzantins ont réussi à fertiliser. Ils ont réussi complètement à fertiliser et ils produisaient du vin. Et ils ont tellement réussi à fertiliser cet endroit qu'on arrivait à avoir des villes comme ça, en fait assez grande. Et c'est pour vous dire à quel point donc c'est une ville qui porte du 4e siècle au 7e siècle de notre ère. Donc c'est une ville qui a réussi à tenir le coup. Et ils ont réussi à énormément fertiliser cet endroit-là avec des fientes de pigeons. Et d'ailleurs, il y a des études archéologiques où on essaye de retrouver justement les paramètres des pigeons et quel était exactement voilà les fientes, quelles étaient les fientes utilisées et quelle nourriture pour pouvoir redonner vie à ce désert qui est extrêmement fertilisé et dont le vin était extrêmement connu à cette période-là. Et en fait, le désert, nous, on n'arrive pas à le maîtriser, mais eux, ils arrivaient complètement à le maîtriser et à l'habiter. Sauf que à un moment donné, au 7e siècle avant notre ère, en fait, après notre ère, en fait, la ville va s'être abandonnée et en fait, les maisons vont être emmurées complètement. Donc ça, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils se sont dit, bah tiens, on va emmurer les maisons. Et en fait, tout va être abandonné. Et pourquoi? Parce que en fait, l'économie, enfin le commerce, tout ce qui se passe à cette période-là va complètement changer. Pourquoi? Parce que bah, l'Empire byzantin est en train de s'effondrer et les intérêts économiques de cette région ne sont plus les mêmes du tout qu'à l'époque où c'était une période assez faste. Ce qui va amener à Shifta à l'abandon. Donc ça, c'est une mythologie
c'est une reproduction du 19e siècle et en fait, c'est Chifta complètement abandonné. J'ai fouillé là-bas, etc. Et on a affaire à une vraie ville. Mais cette ville a été complètement abandonnée et pour des raisons seulement économiques. Les gens sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à faire des affaires à cet endroit-là. Et le désert va redevenir un désert puisque personne ne va comprendre quand les Omeyyades vont arriver, personne ne va connaître vraiment comment, enfin la recette de de ce désert qui était à l'époque qui pouvait être une vraie agriculture. Un autre exemple de ce qu'on peut tirer des lampes et ce qu'on peut en tirer de l'histoire, c'est que là, on est à la période omeyyade, donc on est à la période islamique. Et en fait, ici a été découvert, d'ailleurs, je vous ai mis l'article en biographie, en bibliographie. En fait, vous avez les moules de ce qu'on pouvait trouver, à ce qu'on pouvait faire en manufacture en lampes islamiques. Et on voit très bien que ces lampes, elles ont complètement, enfin voilà, le modèle, en tout cas iconographique, a complètement disparu. Mais on garde quand même assez les mêmes registres un peu triangulaires, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont trouvé au nord d'Israël, en fait, ils ont trouvé un atelier à Tibériade. C'est un atelier qui a été mis à jour sur les rives du lac de Galilée. Il date de la période islamique, donc du 7e au 11e siècle de notre ère, et il a été brutalement abandonné à la suite de séismes majeurs. Alors pourquoi c'est quelque chose de précieux? C'est quelque chose qui a été exposé aussi aux gens de la région du Nord. C'est des moules entiers pour la fabrication des lampes. Il s'agit on a trouvé des lampes neuves qui n'ont jamais été utilisées, mais on a trouvé aussi des fours de potier qui nous ont pu nous dire la capacité de production. On a enfin trouvé un endroit où il y avait l'objet, le geste, l'artisan et le lieu. Alors, comment on fabrique, je vous l'ai dit. Et en fait, on est dans des productions semi-industrielles, mais surtout à l'échelle locale. C'est-à-dire que c'était des grosses productions avec des gros fours qui pouvaient produire à peu près 100 lampes par jour, mais on trouve toujours les motifs géométriques, les décors floraux, stylisés, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on voit bien qu'il y a une diffusion à l'échelle enfin, locale, mais en fait régionale, de la nouvelle culture islamique. Et ça va vraiment passer par ces lampes en fait, qui vont petit à petit épurer en fait la production de plantes byzantines. Donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est toutes ces lampes, juste de partir de quelque chose de minime, d'un mini-objet, on peut, en Terre Sainte, amener tout un aspect narratif, historique et archéologique qui peuvent être prouvés. Il y a des centaines, je me suis inspirée, d'ailleurs, vous avez, excusez-moi, je vais un peu trop vite, mais vous avez la bibliographie. Je me suis inspirée, voilà, de ça. On voit bien que tout ça et on peut trouver sur Internet. Bon, certes, c'est écrit en anglais. Si vous voulez, je peux l'écrire en français. En fait, on a toutes les sources sur place. Ce n'est pas quelque chose, l'archéologie en Terre Sainte, l'histoire de la Terre Sainte n'est pas quelque chose de secret, n'est pas quelque chose de nébuleux. C'est quelque chose d'assez clair, mais il faut maintenant la raconter, et la raconter de manière archéologique, de la raconter de manière historique, et de montrer que ces petits objets, enfin, cette histoire qu'on voit et qu'on entend, et qui est à la fois, et encore ces objets aussi, et on va dire cette histoire, elle est toujours idéologiquement orientée. Et c'est bien ça le problème, c'est que ces civilisations, elles étaient victimes déjà de leur politique, de leur organisation, de leur identité qu'on touche à peu près du doigt. Et elles sont de gens victimes d'une idéologie. On les idéalise et on les rend idéologiques sans même les étudier correctement et les comprendre correctement. Et c'est là où on voit qu'un tout petit objet, finalement, si on lit les articles qui sont publiés, les thèses qui sont faites, parce que par exemple, The Late Roman to Late Byzantine, Roman Period Oil Lamp and the Holy Land, c'est des collections
qui ont été fouillées et qui sont publiées et qui sont accessibles au large public. Maintenant, c'est vrai qu'il faut des narrateurs pour pouvoir raconter tout ça, mais pour vous dire que c'est très accessible et que vraiment ces lampes sont très jolies et qu'elles nous apportent à Hanouka la lumière dont on a besoin pour voilà, pour exister. Donc voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Ce sera plus personnel. Je vais arrêter le live. Malheureusement pour tous ceux qui ont voulu voir. Et on va passer aux questions.